Bonsoir et bienvenue dans votre journal. On commence tout de suite avec l'impact de la météo sur les vignes de votre région. La vigne particulièrement malmenée par les intempéries. Un constat qui n'est pas pour faire plaisir aux vignerons. Après plusieurs mois de pluie, les maladies liées à l'humidité se sont développées. En tête, le mildiou. Dans cette exploitation de Vouvray, 30 à 40% de la production est d'ores et déjà perdue. Donc voilà les conséquences du mildiou. Alors d'abord il y a deux phénomènes. Il y a d'abord le mildiou qui intervient dans un premier temps sur des feuilles. Donc il attaque la feuille et puis ça diminue la surface foliaire. Et comme cette année ça a été très difficile de le stopper, eh bien, il est arrivé sur les grappes. Et donc on peut constater des pertes de raisin, des pertes de grains de raisin. Des grains de raisin attaqués par ce champignon qu'est le mildiou. Conséquence, dans cette parcelle bio, on redouble d'efforts. Les produits utilisés sont moins efficaces que les produits phytosanitaires. C'est des produits que l'on met en contact. Et dès qu'une pluie arrive derrière, ils sont lessivés et il faut renouveler l'apport de produits. Ici, la propagation du mildiou est pour l'instant maîtrisée. Mais une catastrophe n'arrive jamais seule. Il y a eu le gel de l'hiver, puis du printemps, la sécheresse au mois de mars, les pluies dès le mois de mai, et puis les orages, accompagnés parfois de grêles. Tout pour perturber la formation du raisin. On voit des capuchons floraux en suspension, on voit des grains qui ont avorté, donc qui n'ont pas pu mûrir, donc une fécondation qui s'est faite échelonnée. C'est une partie de la conséquence du temps, oui effectivement. Là on a les maladies décrites, l'oïdium, de la coulure, du millerandage. Ça veut dire qu'il y aura une récolte difficile à ramasser, il faudra fractionner, il faudra sélectionner, il faudra trier. Conséquence, une hausse des coûts de production. Cela devrait donc se ressentir sur le prix du litre de vin. Mais à chaque parcelle, son cas particulier, tous les vignerons ne sont pas logés à la même enseigne. Tous espèrent en tout cas une fin de saison ensoleillée. Quoi qu'il en soit, la récolte 2012 sera plutôt favorable aux vins blancs secs et aux vins de fine bulle. Ce week-end devrait être le plus chargé de l'été avec un samedi en rouge et noir. Aujourd'hui déjà, journée classée orange dans le sens des départs, on vous déconseille de partir avant 21 h. Demain, attendez-vous au pire avec une journée noire pour les départs dans la zone ouest qui reflète la tendance nationale. On vous déconseille de prendre la route entre 6 h et 19 h, autant dire toute la journée. Le sens des retours ne sera pas épargné avec un rouge vif entre 10 h et 19 h. Attendez peut-être dimanche si vous le pouvez, c'est vert pour les départs mais tout de même orange pour les retours dans la zone ouest. Sportivement, cela ne fait aucun doute, l'US Tours a accédé à la Fédérale 2 et haut la main. Les Orangers finissent premiers de leur poule en Fédérale 3. Le jour J de la montée, c'est ce 20 mai contre Poitiers. En play-off, les hommes de Guillemets font de bons coups et stoppent au stade des demi-finales. Depuis, un gros doute s'est immiscé. La Fédération française de rugby décide début juillet la rétrogradation en 3e division au titre de déficit financier du club tourangeau, qui ne conteste pas les chiffres, mais se dit sur la bonne voie. L'administratif et le juridique prennent le relais du sportif. Hier, une conciliation du comité national olympique et sportif entre la Fédération de rugby et le club local permet à l'UST d'évoluer en Fédérale 2 en 2012-2013. Tout était préparé à la fin de saison. Les quelques renforts qui allaient venir, tout le monde était motivé, etc. Et là, ils étaient tous dans l'expectative. Et bien sûr, c'est un hurrah envers la fédération, quoi. Du côté du hockey sur glace, les remparts de Tours ont connu longtemps l'effet inverse. Ils ont perdu en finale de D2, n'accédaient pas à la D1, jusqu'à ce que la Fédé émette des doutes sur la situation des clubs à l'asphyxie financière. Avertissement, mais ça passe pour cette fois. Les remparts restent en D2 et se mettent sur les rangs pour la gagner. Nous, on a un budget qui va être de l'ordre de 500 000 € à peu près. Et quoi qu'il arrive, le budget de la D2, si on était monté en D1, il n'aurait pas évolué. C'est-à-dire qu'on aurait fait la même chose avec la même équipe. Le recrutement a été fait. Et quand j'ai eu la discussion avec Radek Stepan et Normand Roy, ça avait été assez clair. C'est-à-dire que si des fois on montait en D1, on n'aurait pas changé l'équipe du tout. Le sportif peut maintenant prendre le relais de l'administratif. Les deux clubs reprennent l'entraînement lundi.
Il y a quelques semaines, Sarah Guyot et Gabriel Tulleux étaient de passage à Tours pour l'inauguration officielle du bassin de canoë-kayak en eau vive. Les 2 licenciés du CKCT participeront ce 6 août aux séries sur 500 mètres à 4 des JO de Londres. Une expérience unique pour les 2 kayakistes de vitesse qui affichent 21 et 24 ans. C'est une grande satisfaction, un grand honneur et c'est aussi une grande porte ouverte qui va me permettre d'apprendre plein de choses pour les prochaines Olympiades. Que c'est quelque chose qui est très sélectif, qui nécessite un travail particulier, une gestion particulière. On sait qu'on peut faire de grandes choses, qu'on peut se surpasser et donc c'est vraiment un beau défi et un beau projet à réaliser. Lorsque nous les avions rencontrés, Sarah et Gabriel étaient en partance pour le Portugal et un stage avec l'équipe de France pour préparer les JO. À l'époque, il restait un gros mois de travail pour les 2 qualifiés à l'Olympiade. Sarah, quant à elle, nous accordait quelques jours plus tard un peu de son temps pour assister à un de ses entraînements en solo sur le Cher, sur le plan d'eau de son club de toujours. Ce sont sur ces bassins qu'elle a commencé à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, elle s'entraîne en majorité au Pôle France, du côté de Rennes, où elle poursuit également ses études de kiné. Fin juin, elle se voulait déjà confiante quant aux chances de l'équipage de bien figurer ce lundi 6 août lors des séries sur le bassin olympique de vitesse. Je pense que notre équipage a vraiment cette force d'avoir à la fois une grande expérience de la part de Marie Delattre qui est médaillée à Pékin et puis Johan Mayer, moi-même et Gabriel qui sommes 2 jeunes qui apportent de la fraîcheur et du dynamisme dans le bateau. Avec Johan Mayer, 19 ans, Sarah, 21 ans, Gabriel, 24 ans et l'expérimentée Maria Delattre qui participera à ses 3e Jeux Olympiques, les 2 filles du CKCT sont à Londres pas simplement pour faire de la figuration, mais bien pour faire un truc. Une chose est sûre, Gabriel Tulleux, en cette fin juin, avait déjà de l'ambition à un gros mois de l'échéance. On a un bon bateau qui a encore une bonne marge de progression par rapport aux derniers résultats et on y croit à fond et on fera tout pour monter sur le podium. Lundi, en fin de matinée, on en saura un peu plus sur les chances de médaille du quatuor français et d'une éventuelle qualification pour la finale programmée ce mercredi 8 août.